Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. François Aklia et Soboko, Fonya Singbe, C14, CENI, LCT, voilà quelques-uns des noms et sigles qui ont fait l'actualité nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette dernière émission du mois de mars. C'est le mois de toutes les interdictions. Pour les chrétiens catholiques, en carême, c'est le temps des privations. Et pour les acteurs politiques aussi. François Bokoi-So est privé de son pays natal. En exil depuis 2005, l'ancien ministre ne dormira pas de sitôt à Lomé comme il l'avait prévu. L'adage dit « L'homme propose, Dieu dispose ». On peut dire désormais « François propose, mais fort dispose ». Et pourtant, après avoir écouté le premier, on se serait dit que les discordes sont finis et que les temps sont à l'embellie. C'est vrai, c'est le printemps en France, mais le printemps n'a toujours pas évoqué la floraison des fleurs. La saison s'est associée au changement politique connu notamment dans le monde arabe. Le printemps arabe ne rappelle pas que de bons souvenirs. D'où cette question, s'en est-il fini des ambitions présidentielles de Boko? En attendant des réponses, les interdictions ou les privations ont aussi gagné l'opposition togolaise. La C14 s'est relativement interdit la sérénité. Le mythe de Sisyphe s'est vite invité dans les comparaisons. Il y a quelques mois encore, c'est bras dessus, bras dessous que plusieurs acteurs politiques affichaient l'unité d'action dans les rues de Lomé. Les populations ont applaudi et les chancelleries attentistes à ce renouveau, mais en réalité, il s'agirait d'une coalition de corps et non d'esprit, pour ne pas reprendre la formule devenue célèbre d'un ancien journaliste parti au front. La C14 est-elle finie? Est-elle finie en même temps que tous les mots d'ordre qui ont été sémés depuis le 19 août 2017. Ce jour-là, le PNP était dans les rues de plusieurs villes du Togo et dans les rues dans la diaspora. Le Parti national panafricain estime qu'il va de nouveau manifester. La date choisie est le 13 avril. Les Togolais vont-ils reprendre leur tenue? Quel sera le sort des nouvelles manifestations? Celle de la Ligue des consommateurs du Togo, LCT, de ce vendredi n'a pas pu se tenir puisque tous les Togolais sont des consommateurs. Se sont-ils ainsi accommodés des nouveaux prix pratiqués autour du pétrole et du courant électrique au Togo? Le Togo, c'est désormais le PND. Ce PND va-t-il réussir justement à faire baisser les prix? Son principal géniteur, Fonya Singbe, a passé du temps dans les airs. Entre Lomé, Kigali et Pretoria, le chef de l'État a invité les investisseurs internationaux à intervenir au Togo. Récemment, la coordinatrice de la C14 aux États-Unis, Brigitte Adjamagbo Johnson, a-t-elle aussi invité les bailleurs de fonds à venir soutenir le PND? C'est une question. La secrétaire générale de la CDPA est justement avec nous ce midi et elle attend vos questions dans 45 minutes. Au 70 43 09 70 et 96 50 34 37. L'émission est mise en onde par Venceslas Bouga Koudoyo. Brigitte Adjamagbo Johnson, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, je vous remercie et je voudrais dire bonjour aussi à vos auditeurs et auditrices. Quand j'ai annoncé cette émission pour ce midi, certains ont rappelé le surnom, la Dame de Fer, d'autres parlent de la Lionne. Quel est votre surnom préféré? Vous savez, j'ai un prénom. Maintenant, les gens, ils ressentent mes actions comme ils veulent. Ce qui est sûr, c'est que je fais tout ce que je peux. Tout ce qui me motive, c'est faire en sorte que les aspirations profondes des Togolais et des Togolaises, des aspirations que je partage aussi, puissent se concrétiser d'ici 2020, c'est-à-dire l'alternance. Et il y a cette question aussi que je vous posais au téléphone hier, à savoir si vous n'êtes pas fatigué. Parce qu'on vous a vu marcher plusieurs mois durant, on vous a vu, où on a appris que vous étiez à l'extérieur du Togo. Est-ce que physiquement et moralement, vous êtes au point? Je suis au point, physiquement comme moralement, parce que je sais que nous sommes encore en plein combat et il ne s'agira pas du tout, il ne sera pas du tout question de baisser les bras tant qu'on n'aura pas obtenu la victoire pour laquelle nous nous battons. Vous vous battez depuis près de 30 ans maintenant. Je ne sais pas ce que c'est la victoire pour vous. Est-ce que cette victoire, c'est la démocratie, c'est le changement à la tête du pays, c'est l'alternance politique, c'est le changement de comportement des Togolais, c'est le bien-être des Togolais? C'est quoi pour vous les résultats? Cette victoire, vous faites bien de me poser la question, c'est la démocratie. La démocratie,
qui n'est pas que changement à la tête du pays, mais qui passe par un changement à la tête du pays pour que, et ça je le dis toujours, nous puissions déconstruire le système qui a eu le temps de s'installer pendant plus de 50 ans et que nous allions ensemble vers la démocratie. Vous avez parlé de changement de comportement. Oui, je pense que c'est quelque chose aussi qui devra suivre le changement à la tête du pays. Parce que sans le savoir, nous contribuons tous par certains de nos comportements à maintenir ce système qui nous fait mal. Et donc, c'est ensemble que nous devrons, lorsque nous aurons réussi à provoquer l'alternance à la tête du pays, nous devrons courageusement nous engager à construire une société véritablement démocratique. Là, vous parlez de courage parce qu'on vous connaît depuis le début des années 90 et on sait très bien que les aspirations pour lesquelles vous vous battez, ces aspirations ont du mal à se concrétiser. Est-ce qu'à un moment donné, on est tenté par l'abandon? Non, non. Jamais je n'ai été tenté par l'abandon. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on abandonnerait? Voyez-vous, on le dit, on ne vit pas seulement pour le matériel, pour amasser une fortune, avoir de quoi se nourrir et se vêtir, mais on vit pour réaliser une mission. Et moi, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Celle que j'ai découverte, eh bien, c'est celle-là, de contribuer à faire changer ma société et à faire en sorte que tout ce qui est inégalité, injustice, et brimade, tout ce qui est confiscation de biens qui sont des biens publics qui devraient servir aux intérêts de tous, que tout ça là, je puisse combattre pour que ça cesse. C'est ma mission et je pense que tant que je vivrai, et je m'y consacrerai. Donc, je ne vois pas pourquoi j'abandonnerai. Certains Togolais sont insatisfaits justement des combats que vous portez, notamment depuis quelques années. Ils sont très pressés et sur les réseaux sociaux notamment, certaines voix se sont élevées ces dernières semaines, ces derniers mois pour en appeler à un changement au niveau du personnel de la classe politique de l'opposition. Ils parlent de renouvellement. Et que leur répondez-vous? Ce que je leur réponds, c'est que la classe politique actuelle est composée d'hommes et de femmes qui croient apporter leur contribution à la lutte que nous menons pour des lendemains meilleurs dans notre pays. Je leur réponds qu'ils peuvent continuer à apporter cette contribution-là tant qu'ils veulent. Ce ne serait pas normal de le leur interdire, mais que ce que moi, en tout cas, faisant partie de cette classe, je souhaite, eh bien, c'est que émergent d'autres acteurs qui pourront eux aussi apporter une contribution qui servira à faire en sorte que nous puissions atteindre nos objectifs. C'est-à-dire que la classe politique actuelle demeure et essaye de faire ce qu'elle peut. Cela n'empêche pas d'autres acteurs. Cela n'empêche pas notamment les jeunes de prendre leurs responsabilités. Et moi, c'est un appel que je veux lancer à ces jeunes. C'est un appel que je veux leur lancer pour qu'ils s'engagent, qu'ils émergent, et bien, s'ils s'érigent
en des positions où ils doivent conduire la lutte, eh bien nous nous rangerons derrière eux. Nous ferons corps. Aujourd'hui, d'ailleurs, cette manière de penser que c'est à certains leaders seulement qu'il revient de conduire la lutte à bon port, elle est fausse, elle est erronée, elle est dépassée, elle ne nous permet pas de gagner. Il faut que chacun se dise, tout dépend de moi aussi, si je veux que les choses avancent. Donc, de grâce, n'attendez pas de pousser de côté ceux qui sont à l'action avant de vous jeter à l'eau, vous aussi, et vous verrez que ensemble, avec cette diversité que nous représenterons, mais en agissant en synergie, nous arriverons à obtenir ce que nous voulons. En clair, vous êtes là pour plusieurs années encore. Moi, je m'engagerai, je resterai engagé jusqu'à ma mort. Ça fait partie de mon identité. Bien, merci. Je vous présentais tantôt comme la coordinatrice de la C14. La C14, c'est la coalition de l'opposition des 14 partis politiques. On connaît depuis quelques semaines, depuis quelques mois, l'histoire mouvementée de cette coalition. Est-ce que vous demeurez la coordinatrice? Jusqu'à nouvel ordre, oui, mais vous n'êtes pas sans savoir que lors des 2 journées de réflexion que nous avons eues, nous avons entrepris de mieux structurer la coalition, et donc on a adopté un nouvel organigramme qui sera mis en œuvre certainement d'ici peu. Un nouvel organigramme? Absolument. Pour les 14 partis politiques ou les partis qui sont restés? Ben écoutez, c'est un organigramme qui a été adopté pour la coalition. Il y a eu des départs, mais ce n'est pas pour autant que ça remet en cause la nécessité de mieux structurer pour des raisons d'efficacité. Donc, que nous soyons 14, 9 ou 7, comme nous le sommes présentement, eh bien, ce besoin-là demeure. Non, justement, il y a cet imbroglio au niveau de la C14. Certains ont ironisé, et j'ai posé cette question à certains de vos partenaires qui étaient là il n'y a pas très longtemps. La C14, en réalité, c'était pour faire référence aux 14 partis politiques. Aujourd'hui, vous n'êtes plus que 14. Est-ce qu'on continue par parler de la C14? Ce que je peux vous dire, c'est que ce que symbolise la C14, c'est une détermination, c'est une conscience de ce que nous ne pouvons venir à bout de l'adversaire commun que par une unicité d'action. Et cette conscience-là, cette détermination demeure, et ce qu'on peut dire, c'est que nous maintenons le flambeau et nous gardons, nous représentons aussi cette volonté de l'unicité d'action, et nous ferons en sorte que le combat collectif puisse se poursuivre et même se renforcer, et que ce cadre-là, qui est un cadre politique, eh bien, qu'il se renforce. Et il y a eu des départs, mais je vous assure que il n'y en a pas un seul parmi nous qui puisse dire « ça y est, c'est fini, la porte est fermée ». Au contraire, nous avons conscience de ce que nous devons renforcer ce cadre-là. Nous devons faire en sorte que tous les acteurs politiques qui ont quelque chose à apporter à la lutte que nous menons puissent trouver leur place pour s'exprimer et apporter leur contribution. Et au-delà des acteurs politiques, nous avons conscience que une synergie est nécessaire avec d'autres acteurs
qu'il s'agisse des acteurs de la société civile ou de la diaspora. Si vous dites que la coalition ou le cadre existe et qu'il doit pouvoir se renforcer, en clair, vous voulez faire appel à de nouveaux mouvements, à se joindre à vous? De nouveaux mouvements, pas de nouveaux mouvements. Nous disons d'abord que ceux qui sont partis, eh bien, ils ont encore toute leur place. Ils ont encore toute leur place parce que, en réalité, quand on réfléchit à ces départs, eh bien, ils ne sont pas vraiment justifiés. Ils ne sont pas vraiment justifiés si l'on sait que c'est ensemble que nous devons faire, que c'est ensemble que nous arriverons à vaincre. Donc, la preuve, c'est que les gens sont partis, mais nous continuons de leur parler. On se parle et on aura besoin nécessairement, si nous menons la même lutte, si nous partageons les mêmes objectifs, je ne vois pas comment nous pourrions atteindre ces objectifs-là si nous ne nous parlons pas, si nous ne nous coordonnons pas. Vous êtes dit ensemble il n'y a pas très longtemps. Est-ce que finalement vous comprenez ce départ? Mais je comprends parce qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Être ensemble, c'est un idéal, une nécessité. Mais ce n'est pas pour autant que ce soit quelque chose de facile. Ce n'est pas facile. C'est un défi quotidien. Et ce défi-là, il faut être armé, il faut être prêt à le relever au quotidien. Et c'est ce que nous essayons de faire. On peut, à un moment donné, se dire, on n'en peut plus, on a l'impression qu'on dépense beaucoup d'énergie à vouloir rester ensemble, à vouloir agir avec une certaine cohésion. Cette énergie-là, on pourrait l'utiliser à travailler tout seul pour avancer, mais je pense que c'est du leurre. C'est du leurre. À un moment donné, on peut avancer, mais on se rendra compte que avancer ne sert pas à grand-chose, même si on y trouve un certain compte du point de vue des intérêts individuels ou partisans, mais quand on veut réfléchir à l'intérêt collectif et à l'objectif collectif, eh bien, ça ne permet d'avancer en rien du tout. Donc, on sera obligé à un moment donné, d'aller de nouveau vers une synergie d'action. Et je prie pour que cela arrive très vite, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Madame, Nous n'avons plus beaucoup de temps avant 2020. Oui, et ceux qui font déjà des projections à partir des dernières dates de l'élection présidentielle de 2015 nous ont rappelé que à ce jour, nous avons moins de 400 jours avant les prochaines élections. Et c'est peu si on veut faire quelque chose de bien. Nous parlerons des prochaines élections dans un instant. Quand on évoque la synergie d'action, pour ce qui concerne la situation politique au Togo, ou être seul comme c'est le cas pour un certain nombre de partis politiques, depuis quelques mois, l'histoire a quand même montré qu'au final, il n'y a pas des résultats obtenus, que ce soit avec le Code 2, que ce soit avec le CST, que ce soit avec le FRAC, et récemment avec la C14. Finalement, est-ce que c'est dû à la complexité de la situation politique? Je ne suis pas d'accord avec ce constat, hein, du moins en ce qui concerne le regroupement actuel. Je ne suis pas d'accord parce que on a fait le constat
que les objectifs que nous poursuivons n'ont pas encore été atteints. Mais de grâce, évitons d'en conclure que ça y est, c'est l'échec, on ne peut plus atteindre ces objectifs-là. Là, je ne serai pas du tout d'accord. Le constat que je le fais ce dimanche, madame. Oui. Ce dimanche, ces résultats, vous ne les avez pas atteints. On ne les a pas atteints, mais ça ne veut, on n'a pas, la lutte n'est pas finie. Je sais. La lutte n'est pas finie. Malheureusement. Il y a un repère, il y a une date que nous nous sommes donnée, il y a une échéance qui est devant nous. Mais je considère qu'il faut attendre au moins que l'alternance que nous voulons provoquer au plus tard en 2020, eh bien, il faut attendre que l'échéance arrive à terme pour que nous puissions faire le bilan et dire il y a échec. En cours de route, alors que nous sommes en plein combat, ce qui se passe, c'est qu'il y a des problèmes qui amènent à des départs. Maintenant, il s'agit, parce que qu'on le veuille ou pas, il n'y a de salut que dans l'action unitaire. Et donc, il faut rapidement retrouver la raison, retrouver le courage qu'il faut pour reprendre les choses ensemble. Peut-être, je ne dirais pas peut-être, certainement, en tenant compte des leçons à tirer du chemin qui est parcouru. C'est en cela que le bilan était nécessaire pour se projeter sur le reste du parcours qu'il y a à faire depuis 2020, jusqu'en 2020. Mais malheureusement, on a l'impression que ce bilan a fait plus de mal que de bien. Vous parlez encore d'action unitaire, alors qu'on sait qu'on est en train de sortir d'un regroupement avec, justement, pour répondre à la question ou bien aux objectifs des populations, à savoir se mettre ensemble. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prêcher dans le désert? Si on sait qu'il n'y a pas très longtemps, un des acteurs de votre regroupement était ici et a dit que oui, il y avait eu un regroupement, mais c'était beaucoup plus un regroupement de corps que d'esprit. Ben, je trouve vraiment dommage cette conclusion-là, parce que je l'ai déjà dit, l'union est bien, l'union, ça permet d'être fort face à l'adversaire, ça évite de disperser les énergies, mais l'union, c'est aussi un combat. Il s'agit de l'interner et d'aller de l'avant, c'est tout. Et je pense que ce que les Togolais attendent de nous en ce moment pour se remettre en mouvement, c'est qu'on trouve une formule très rapidement qui nous permette d'avancer. Et je ne désespère pas. Quand j'évoquais tantôt les difficultés des différentes coalitions ou des différents regroupements à avoir des résultats, vous semblez ne pas partager bon constat, mais il est clair que sur les dernières revendications de la coalition, notamment le retour à la C92, la question des réformes politiques, le vote de la diaspora, aujourd'hui, ce sont des revendications qui n'ont pas été obtenues. Tout à fait. Tout à fait, c'est justement pour ça qu'il faut continuer la lutte. C'est pour ça qu'il faut continuer la lutte. Et ceux qui restent dans ce regroupement sont dans cet état d'esprit-là. C'est le même état d'esprit qui a expliqué la démarche qui a été faite récemment par les représentants de la coalition en direction du chef de l'État. Une démarche qui est sous-tendue par des objectifs nobles et pertinents, mais je constate que ça a été fait peut-être dans un contexte et sous une forme
qui fait que ça donne l'impression d'un acte raté. Mais en réalité, puisque vous m'en donnez l'occasion, ce qu'il faut expliquer aux populations sur cet acte qui a été posé par la coalition, c'est que de par sa genèse, c'est une action qui était censée mettre fin aux souffrances de nos frères, nos compagnons de lutte, qui sont aujourd'hui en prison dans des conditions que l'on sait et que personne n'aimerait partager, à nos frères, nos compagnons de lutte, qui sont aujourd'hui en exil et qui vivent eux aussi dans des conditions qui ne sont pas du tout souhaitables pour qui que ce soit. Il s'agissait de voir quoi faire pour que, enfin, le souhait que nous avons exprimé, la demande que nous avons émise de les voir libérés se concrétise. Il a été très rapidement convenu qu'il fallait taper très haut. Taper haut pour que l'interlocuteur comprenne qu'il est temps de prendre une action. Mais en même temps, on s'est dit, s'il faut aller à ce niveau, il faut ajouter la préoccupation des préoccupations des Togolais. Vous faites allusion qui est la question des réformes. Vous faites allusion à l'audience accordée au chef de l'État. Absolument. Et donc, ça part d'une idée vraiment noble et pertinente. Mais en ayant suivi de loin, puisque je n'étais pas là, j'essayais d'influencer les choses comme je pouvais. Ce qui a posé problème, c'est la précipitation. C'est la précipitation qui n'a pas permis de convaincre ceux qui avaient encore des doutes et de lever ces doutes-là. Et je signale que je suis de ceux qui avaient ces doutes-là. Et donc, c'est cette précipitation qui a posé problème et qui a créé encore une fois des frustrations, mais malgré ces frustrations, il faut reconnaître au fond que l'acte était fondé. Que l'acte ne signifie pas du tout un revirement à 180 degrés, comme je l'ai lu dans certains commentaires sur les plateformes sociales. Quand vous parlez de précipitation, madame, vous avez été pressé par qui? Ou bien, c'est quoi la précipitation? Ben, écoutez, on a commencé à travailler sur le projet de courrier, mais on n'a pas mis le temps qu'il faut pour mettre tout le monde d'accord avant de faire partir le courrier. Et à partir du moment où le courrier est parti, les choses se sont précipitées. Et ceux qui n'avaient pas compris n'ont pas compris la réponse rapide qui a été donnée a plutôt contribué à renforcer les doutes, il faut le dire. Concrètement? Mais ce qu'il faut dire a posteriori, c'est que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat et nous devons être dans une attitude de voir ce que nous pouvons tirer de positif dans les actes que nous posons. Je sais que les Togolais et les Togolaises sont devenus en majorité des Saint Thomas. Et moi-même, je me mets dans ce rang-là. Je suis devenu Saint Thomas. Mais de ce qui est ressorti du compte rendu posé, qui a été fait par la délégation, eh bien, en principe, la question des réformes
Mais avant celle-là même, la question de la libération des détenus. Et puis, la question de la gestion consensuelle de tout ce qui est processus électoral. Vous avez eu ça devrait des garanties trouver du chef de l'État? Aucune garantie. Mais j'espère que le chef de l'État comprendra qu'à travers leur attitude, à travers leur entêtement à écouter les aspirations profondes des Togolais, eh bien, ils ont créé des saints Thomas. Nous sommes tous devenus des saints Thomas. Est-ce que vous pensez... Et il faut qu'ils comprennent que le moment est venu pour montrer aux Togolais qu'ils ont une parole. Est-ce que vous pensez que les attitudes ou l'attitude des saints Thomas que vous êtes devenus au Togo, est-ce que vous pensez que ces attitudes-là gênent le pouvoir en place? Mais si ces attitudes ne les gênent pas, eh bien, nous sommes dans un processus de lutte. Nous sommes dans un processus de lutte. Ce n'est pas parce qu'on est allé parler avec vous qu'on renonce à toute pression. S'ils veulent comprendre plutôt, ils préfèrent un autre langage, eh bien, ils auront ce langage. Mais ça aussi... Ça, c'est très clair. Oui, ça aussi, est-ce que ce n'est pas du déjà entendu au Togo? Ce que vous venez de dire là, un autre langage. Ben oui. Ben oui. Pourquoi vous dites que c'est du déjà entendu? Oui, quand vous parlez... Quand je parle d'un autre langage, je suis très clair. Je fais référence à la pression, oui, à la rue. Et qu'on le veuille ou pas... Est-ce que la rue n'a pas vécu au Togo? Non, non. Est-ce que ça n'appartient pas à l'histoire? Non, non. La rue n'a pas vécu. Je dis que la rue n'a pas vécu et que si le régime s'entête, eh bien, qu'il le veuille ou pas, la rue reviendra. La rue renaîtra. Oui, ce qu'on ne comprend pas, madame, vous êtes resté au niveau de la C14. Aujourd'hui, on ne connaît pas exactement la position du PNP par rapport à la C14. Quelle est justement cette position? Est-ce qu'ils sont encore avec vous? Ben, moi, je pense que... Pourquoi vous voulez... Il y a des choses qu'il faut accepter telles quelles pour parfois laisser une chance au redémarrage d'une action collective si tant est qu'on croit qu'il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut en dehors de cette action collective. C'est ma position sur tous les départs qu'on a enregistrés, que ces départs aient été clarifiés ou pas. Je crois que nous retrouverons. Et je prie pour que tous nous retrouvions la raison et que nous retrouvions une formule pour nous remettre ensemble à travailler. Sur ce qui concerne le timing par rapport à l'audience que le chef de l'État vous a accordée, est-ce que le choix de ce moment-là, est-ce que c'était pas hasardeux? Voilà. Surtout quand on sait que vous ne manifestez plus, vous n'avez plus les populations derrière vous. Voilà, je parlais de doutes. Les doutes portent aussi sur l'opportunité. C'est aussi une question d'opportunité. C'est pour ça que s'il n'y avait pas eu cette précipitation, peut-être au terme d'une analyse, on aurait non pas supprimé l'acte, mais on aurait décidé que ce n'est pas opportun, on aurait décidé de mener d'autres actions avant celle-là. Voilà. Beaucoup de choses se disent à propos de la C14. On a eu beaucoup de versions. Je ne sais pas si vous êtes disposés, vous aussi, à ajouter une couche à toutes les versions qu'on a eues depuis, notamment concernant, par exemple, le fameux cadeau portant sur les 30 millions de francs CFA. Sur cette question, certains estiment que les Togolais perdent du temps dans des débats inutiles. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas opportun de vouloir clarifier cette idée? Ben, je suis tout à fait à l'aise. Tout à fait à l'aise pour en parler. Mais justement, c'est quoi cette histoire? Et merci de m'en donner l'opportunité. C'est quoi cette histoire? Je commencerai par donner une garantie aux Togolais et leur dire que cette lutte, nous l'avons entamée
dans un état d'esprit donné, qui est celui de la redevabilité. Redevabilité envers les populations au nom desquelles nous nous battons, mais aussi redevabilité envers tous ceux qui apporteront une contribution. On sait que les populations vont contribuer, mais on sait aussi qu'il y aura des contributions financières, parce qu'on ne peut imaginer qu'une telle lutte se mène sans qu'il n'y ait levé du fonds. Et ce sentiment de redevabilité s'est traduit au tout début par la mise en place d'un mécanisme de reddition de comptes. Un mécanisme qui est composé d'un comité de gestion des fonds et de la nomination, la désignation d'un commissaire aux comptes qui est un membre de la diaspora ayant les compétences qu'il faut. Et une note a été signée à cet effet. Et c'est ce mécanisme qui a d'ailleurs inspiré confiance aux donateurs, à ceux qui ont fait des efforts dans des situations très difficiles. Parce qu'il faut dire que de nos jours, il n'est aisé pour personne d'investir dans la lutte publique. Et donc, cela a inspiré confiance. Et régulièrement, nous avons publié en direction de ceux qui ont donné, notamment de la diaspora, qui a souhaité cela, un relevé des fonds qu'ils envoient. La deuxième chose que je veux dire à mes compatriotes, c'est que, à côté de cet engagement à rendre compte, eh bien, il y a une autre contrainte dont nous devons tenir compte, qui est que nous sommes sur un plan de lutte politique et que nous devons protéger nos donateurs. Le principe est que nous protégions nos donateurs et que ne soient révélés que les noms de ceux qui veulent bien que leur nom soit révélé. Et je peux vous dire que nous recevons des fonds de gens qui nous disent « Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas qu'un reçu soit établi à notre nom. Nous préférons rester dans l'anonymat. » Il faut les protéger, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Le régime a exercé des représailles dans ce pays contre des gens qui ont contribué à soutenir financièrement la lutte. Il faut les protéger parce que politiquement, certains de ces donateurs pourraient avoir d'autres problèmes. Et donc, cela a conduit à une autre exigence qui est que nous ne soyons pas en dépit de notre engagement à la redevabilité, que nous ne puissions pas clamer sur les toits que nous avons reçu des fonds de telle personne, de telle personne. Alors on me demandera en quoi réside la redevabilité alors. La redevabilité réside dans ce que les Togolais qui le souhaitent pourront s'assurer que les fonds que nous avons reçus ont été gérés avec transparence et ont servi à la lutte et rien qu'à la lutte. Oui, on a compris. C'est dans ces conditions que beaucoup de fonds, beaucoup de noms de donateurs n'ont pas été révélés. Et donc, à partir du moment où, s'agissant de ce fonds, de ce don de 30 millions, nous avons pris la précaution de l'enregistrer, eh bien, nous étions tranquilles
en sachant que le moment venu, eh bien, on en rendra compte, les Togolais sauront que nous avons reçu un fonds de 30 millions. Mais sur ce qui concerne les 30 millions, sincèrement, est-ce que ce n'était pas une faute? Connaissant les pratiques en politique, notamment en Afrique, est-ce que ce n'est pas une faute que d'accepter? Non. C'est pas une faute. Ce n'est pas une faute. Et si je vous disais, ce n'est pas une faute. Je vais clarifier ma position. Oui. En fait, il n'y a pas très longtemps, Oui. il se racontait dans notre pays que des leaders politiques autour de l'élection de 2015 avaient pris de l'argent chez le président ivoirien. Est-ce que quand même c'était pas osé de votre part d'accepter encore de ce même président un cadeau? Attendez, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute parce que, et ça nous pouvons le dire aujourd'hui, ce fonds-là, ceux qui ont tendance à penser que c'est une faute le pensent parce qu'ils se disent l'origine du fonds pourrait être du régime. Mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire que l'origine de ce fonds n'est pas du régime. Parce que nous savons que des gens ont fait un plaidoyer à notre insu pour que cet acteur-là, politique que nous avons rencontré à un moment donné, puisse aider. Finalement, ces fonds viennent d'où? Puisque ce n'est pas des fonds qui sont partis de l'humain. Ça vient d'où? Ah ben, ils viennent du donateur. Ils viennent du donateur. Et encore une fois, je vous dis, et je le dis aux auditeurs et auditrices, que la précaution que nous avons prise, c'est de nous assurer que ces fonds servent exactement à la lutte et que nous puissions en rendre compte. Et je pense que toute la polémique que ça a suscité, il est temps qu'elle s'arrête. Parce que quand vous regardez les choses, vous analysez les choses au fond, ceux qui ont grossi la polémique, ceux qui ont participé à sa naissance, c'est des gens qui ont intérêt à décourager les Togolais. C'est des gens qui ont intérêt à divertir les Togolais. Et je nous dis, réveillons-nous. Réveillons-nous parce que nous avons un combat devant nous. Ce que nous sommes en train de faire est suicidaire. Réveillons-nous pour voir ensemble comment rapidement poursuivre ce combat. Ne nous laissons pas prendre au piège de la diversion et du découragement que l'adversaire a organisé savamment pour nous faire perdre la lutte. Et je le redis, nous avons tous la conscience tranquille. Je déplore le fait que certains acteurs, membres de la coalition, aient donné l'impression que ces fonds avaient été accueillis dans des conditions de non-transparence. Mais justement, il y a certains qui... Ce n'est pas parce que certains n'étaient pas de la délégation qu'ils n'ont pas eu l'information dès le lendemain. En réalité, dès le lendemain, il y a eu une plénière au cours de laquelle tout le monde a eu l'information et au cours de laquelle on a décidé que les fonds soient rapidement donnés à celui qui est désigné pour recevoir avec le recul, les dons contre un reçu. Avec le recul, madame, est-ce que quelque part, les partis, est-ce que quelque part vous n'avez pas manqué dans la gestion de ces partis politiques, puisque certains estiment qu'ils n'ont pas été traités de la même façon que tous ceux qui sont dans cette coalition? En quoi n'ont-ils pas été traités de la même façon? Quand vous êtes dans un regroupement de 14 et que vous allez à des rencontres, eh bien, il faut nécessairement comprendre qu'on ne peut pas aller à 14, que c'est une délégation qui doit représenter tout le monde, mais une délégation qui a un mandat
précis, il n'y a pas eu de délégation qui soit partie à une rencontre sans que, ensemble, en plénière, on ait travaillé sur le message à aller délivrer. Et je dois dire que les mandats étaient même fermés. Mais au-delà du message qui est porté, si c'est les mêmes qui composent cette délégation-là, est-ce qu'à un moment donné, ça ne porte pas ou bien ça ne crée pas de la frustration pour ceux qui n'ont jamais fait partie de cette délégation? Bon, j'en conviens, mais il faut reconnaître que la chose n'est pas facile. La chose n'est pas facile. Pour moi qui vous parle, je suis coordonnatrice et je sais à quel point c'est difficile de concilier les intérêts. On m'a accusé de soutenir un camp comme un autre. Finalement, on m'accuse de soutenir le camp des plus forts et de ne pas tenir compte des plus petits. Tout ça, au fond, c'est des accusations qui ne sont pas fondées. Ça a été difficile, donc, la présidence ou bien la coordination? La coordination, ce n'est pas une présidence. C'est une coordination. C'est ça. Il y a une différence entre une présidence et une coordination. Oui, c'est la coordination. Nous travaillons de manière démocratique. Nous sommes des partis venus dans un regroupement par notre volonté pour contribuer. Dans quelques minutes, nous allons permettre aux auditeurs de vous poser des questions, mais nous allons parler personnellement de vous, puisque nous avons parlé beaucoup de la C14. Vous avez dirigé durant plusieurs mois, oui, je dirais plusieurs mois, la coalition de l'opposition, et finalement, certains vous reprochent, oui, un manque de lucidité parfois, et de fermeté, certains ont même parlé d'expérience. Est-ce que c'est vrai ou faux tout ça? Ce que je vais répondre, c'est que je n'ai pas pris de décision toute seule. J'ai fait des suggestions, parfois, je reconnais, mais j'ai laissé faire, avant de faire ces suggestions, on a toujours mené un débat. Et vous savez, pour ce qui est du manque de fermeté, je dis deux choses. Je suis coordonnatrice et les gens sont venus par leur volonté. Nous sommes en politique et j'ajoute finalement que je suis partisane de convaincre plutôt que de vaincre. Pour moi, c'est plus important. Vous gagnez énormément quand vous menez une action commune à convaincre plutôt qu'à vouloir imposer des choses aux gens. C'est tout ce que je peux dire en reconnaissant qu'aucune action humaine n'est parfaite. Mais je veux dire que le problème n'est pas là. Quand vous êtes dans cette dynamique de groupe, il y a nécessairement, il faut intégrer que les gens poseront des actes qui ne seront pas des actes parfaits. Il faut dépasser les défauts que tel ou tel acteur peuvent présenter et être fixé sur comment avancer ensemble, comment faire avec ces défauts. Je suis convaincu que ces reproches-là, que j'accepte et que je vous ai expliqué, je suis convaincu que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à n'importe qui se trouverait dans les conditions où je travaillais. Si on ne vous reproche pas de manquer de fermeté, on vous dira, eh bien, vous êtes un dictateur. Vous êtes un dictateur. Dans 10 minutes, exceptionnellement, nous allons permettre aux auditeurs, dans 10 minutes, je suis... que les auditeurs vous posent des questions. Oui. Les premières questions sont déjà laissées sur notre page Facebook. Oui. Vous avez évoqué tantôt 2020. Vous avez évoqué tantôt 2020, madame. 2020, c'est dans environ 400 jours, vous avez dit, oui, pour les élections présidentielles.
Vous avez perdu, en fait, c'est l'impression qu'on a ce dimanche, pour ce qui concerne le retour à la Constitution de 1992, pour ce qui concerne les réformes politiques, puisqu'elles ne sont pas toujours faites, pour ce qui concerne le vote de la diaspora. Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre l'élection de 2020? Non, moi je ne dirais pas. Nous n'avons pas encore perdu l'élection de 2020. Et perdre l'élection de 2020 n'est même pas envisageable. Ce n'est pas envisageable parce que nous devons obtenir cette alternance-là. Et nous devons nous remettre rapidement au travail. Nous devons nous remettre rapidement ensemble pour créer les conditions maximales pour que notre synergie d'action aboutisse. Donc quand vous parlez, je ne vous comprends pas, madame. Oui. Se remettre ensemble. Oui. Vous étiez ensemble il n'y a pas très longtemps, vous vous êtes mis chacun de son côté depuis quelques semaines. Oui. Et vous recommencez par dire qu'il faudrait se remettre ensemble. C'est ce que je ne comprends pas. Se remettre avec le PNP, le CA et je ne sais pas, l'ANC, se remettre avec qui? Vous savez, c'est une réalité qui s'impose à nous. Et je ne voudrais pas qu'on traîne trop là-dessus. Je voudrais plutôt qu'on voit quelles sont les perspectives. Je ne voudrais pas qu'on traîne trop là-dessus. De manière concrète, comment avancer à partir de maintenant? Et je peux vous dire, la preuve que nous devrons faire ensemble, c'est que cet après-midi, nous sommes reçus ensemble par une mission de l'Assemblée parlementaire ACPUE. Vous pensez qu'on ira Quel après-midi? Quel après-midi? Aujourd'hui, ce dimanche, vous pensez qu'on ira dire des choses contradictoires là-bas? Qui sont reçus cet après-midi? J'imagine que quand le PNP aura parlé, après, les représentants de la coalition ne seront jamais en mesure de dire « Ah non, 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 ce qu'ils ont dit n'est pas vrai. À la limite, nous allons compléter. » Il en sera de même pour l'ANC, et pour le CAR, et pour... Vous comprenez? Donc ne perdons non, mais en fait, pas ce que vous venez de dire, moi, je n'ai pas temps-là. compris. Vous êtes reçu cet après-midi, ce dimanche, Ben oui. après-midi, Ben ouais. par Il y a une mission. par une mission. Une mission. Donc, vous êtes reçu Ouais. pour le compte de la coalition. Bien sûr, mais nous savons, nous sommes des responsables. Et en tant que coordonnatrice, j'ai dû poser le pas pour m'assurer que les autres aussi sont invités et que nous serons ensemble. Quel est l'objectif de cette mission? Ah ben, c'est une mission d'information sur la situation au Togo. Quelles peuvent être les incidences d'une telle mission Attendez, sur ce qui va se passer dans notre pays dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Je vous en prie. Je vous en prie, j'ai déjà été amené à en parler, juste pour donner un exemple, que nous serons amenés à travailler ensemble. Quand nous parlons de pression, aujourd'hui nous sommes tous d'accord que pour finir cette lutte, nous aurons besoin de pression encore. Nous aurons besoin de beaucoup de pression. Et c'est à coup de pression, discussion, qu'on arrivera. Quand on parle de pression, est-ce que les Togolais ne sont pas fatigués? Non, non, il ne faut pas qu'ils soient fatigués. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Fatigués parce que la lutte dure, j'en conviens, mais je dis, l'histoire nous montre que nous ne sommes pas le seul peuple à avoir lutté pendant longtemps. Et tous ceux qui ont tenu, je vous assure, ont fini par avoir raison. Tenons bon et nous aurons raison. Nous allons... Oui, allez-y. Jusqu'à les auditeurs, vous êtes nos partenaires. 105.5 FM. Spéciale promotion à Canal Optique. C'est les questions qui commencent. Autrement, les fêtes de l'indépendance chez nous. Du 27 mars au 27 juillet, bénéficiez de l'offre spéciale d'indépendance à votre...
Toujours des 12 de Pyramide FM, spécialement, nous n'avons pas donné la possibilité aux auditeurs, comme ça, c'est la tradition depuis quelque temps. Nous allons le faire dans 4 minutes exactement, le temps de poser quelques questions sur le retour raté au pays de l'ancien ministre François Akila Essoh-Bokor. Madame, comment est-ce que vous avez vécu ce retour manqué? Eh bien, je l'ai vécu avec tristesse et indignation, parce que je me dis, c'est quand même le droit de tout Togolais de rentrer chez lui. Et notre préoccupation à la coalition, c'est aussi de faire en sorte que les réfugiés, tous ceux qui sont malgré eux à l'extérieur, il faut créer les conditions pour qu'ils puissent rentrer. D'ailleurs, la délégation qui était allée rencontrer le chef de l'État en a parlé. Nous avons souvent posé le problème de Tipi à Tchadam, et voilà que s'ajoute maintenant celui de notre compatriote Bokor. Donc, c'est un appel que je voudrais lancer à la raison, encore une fois, pour que un appel aussi à l'apaisement. Ça fait partie des conditions de l'apaisement, si on veut que ce pays aille vers un apaisement. Et donc, nous regrettons vraiment ce qui s'est passé. Et s'il y a des calculs en dessous, je trouve que ce n'est pas, c'est pas de bons signaux qu'on envoie aux populations si l'intention est de faire en sorte que les gens ne puissent pas rentrer à temps pour réunir les conditions. Pour que si éventuellement ils ont des ambitions de vouloir solliciter le suffrage populaire pour diriger leur pays, ce qui est leur droit, pour qu'ils puissent le faire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bien, merci madame. Nous allons maintenant permettre à quelques auditeurs d'intervenir. Et je voulais ajouter, oui, allez-y, sur ce plan, oui, allez-y rapidement, qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Je lis beaucoup de commentaires. Je voudrais demander à nos compatriotes de faire attention sur certains points. Nous reviendrons. Cette lutte est tellement complexe que nous devons la mener avec tout le monde. Bien, merci. Et je dis que nous devons la mener même avec les convertis du régime, qu'ils soient néo ou anciens, pourvu qu'ils soient convertis. Faisons attention. Si nous rassemblons tout ce monde-là, eh bien, nous maximisons. Le premier auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Monsieur? Joshua depuis Zanguera, allez-y. Oui, oui, allez-y. Parce que sur votre liste de revendications, vous n'avez jamais dit que vous voulez de l'argent auprès du président. C'est que vous avez mis la liste de revendications que vous voulez de l'argent. On comprend donc devant le chef d'État. Il dirait que ce n'est pas l'argent, vous ne marchez pas pour l'argent, vous marchez pour la défense. C'est mieux, non? Bien, merci, merci Joshua. On a compris votre point de vue. Madame, une réaction? Je le comprends, mais tout ce que je voudrais lui expliquer, c'est que nous avons besoin d'argent pour mener la lutte. Et j'ai expliqué qu'il faut nécessairement une collecte de fonds pour toute lutte. Et c'est cette collecte de fonds que nous avons mise en place. Nous ne nous attendions pas. Au départ, nous ne nous sommes pas interdits de recevoir des fonds de tel ou tel contributeur. Évidemment. Et si nous savons que nous ne comprenons même pas que des contributeurs qui ne soient pas en conformité avec nos objectifs de lutte puissent éventuellement
gaspiller, mettre en jeu leur fortune pour nous permettre d'atteindre un objectif avec lequel il n'est pas Donc, collecter des fonds, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif. En réalité, quel était l'objectif de ce cadeau donné par le président ivoirien? Mais, attendez, comment vous posez, il faut lui poser la question. Mais est-ce que c'est si vous voulez avoir une information sur l'objectif spécifique que vise un contributeur donné, la logique veut que ce soit à ce contributeur que la question soit posée. Et encore une fois, nous avons une obligation envers les Togolais. Une obligation de transparence, une obligation de redevabilité, et les mesures sont prises. D'ailleurs, dans la semaine qui vient, nous allons recevoir le rapport du commissaire aux comptes. Et ces mesures sont assurées. Je pense que c'est quelque chose qui doit donner aux Togolais la confiance qu'ils ont affaire à des gens qui sont rigoureux, des gens qui gèrent les fonds comme il faut, qui utilisent les fonds pour le but qu'ils sont en train de... Bien, merci madame. Deuxième auditeur, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct. Bonjour, monsieur Sierro. Oui, allez-y. Monsieur Coco, allez-y, rapidement. Je salue madame Adamabou. Bonjour, monsieur Coco. Juste madame, tout ce que vous venez d'expliquer, on a compris. Mais moi, je voudrais savoir comment est-ce que lors de votre conférence de presse, après le travail, les 2 jours de réflexion que vous avez abattu, vous avez sorti un document et il y a des choses à faire. Comment est-ce que vous êtes arrivé à quitter du point 1 pour aller au point 25 qui consiste à aller à faire des démarches, à aller voir les autorités? Pourquoi ça a été comme ça? Et la structuration dont vous parlez, ça n'a pas été fait. Elle rencontre avec les autres partis pour créer un grand mouvement d'ensemble maintenant, ça n'a pas encore été fait. Et vous n'étiez pas au pays sans faire des démarches. Comment est-ce que vous avez fini les choses en marche pour que ça soit comme ça? Secondo, concernant les 30 millions dont on parle tout le temps, voilà que vous avez expliqué. Maintenant, quel quel est votre sentiment que vous avez envers ceux qui sont dans la coalition et qui ont mis ceci sur la place publique? Bien, merci. 2 questions. La première question, d'abord je voudrais expliquer que tous les points, il y a 2 parties. Les conclusions comprennent 2 parties. La première partie, ce sont les constats, hein, puisque c'est le bilan, les constats qui ressortent du bilan. Et c'est dans la deuxième partie où on a envisagé les perspectives qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été proposées. Et je suis d'accord avec le compatriote Kokou que l'action qui concerne l'acte à poser auprès des autorités n'est pas forcément par celle par laquelle il faut commencer. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une précipitation. Mais je vais essayer d'expliquer cette précipitation. Peut-être que les collègues sont omnibulés, sont préoccupés, pas omnibulés, préoccupés, et c'est légitime, par le fait qu'il est nécessaire de faire en sorte que nos compatriotes qui sont enfermés soient libérés le plus rapidement possible. Ils souffrent et il nous est revenu, et il nous revient souvent, qu'ils ont l'impression d'être oubliés, d'être négligés. Et c'est pour ça que nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce que ce sentiment est vraiment légitime? Avons-nous vraiment négligé nos compatriotes? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de là que cette idée
est venu. Donc, il pose le problème de l'opportunité, j'en ai parlé, justement, ça fait partie des raisons pour lesquelles certains avaient des doutes. Je pense que concernant cette histoire-là, de la rencontre avec le chef de l'État, tout ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est le contexte dans lequel ça a été fait qui pose problème. Donc, on en tirera leçon la prochaine fois et on verra. Il faut être aussi dans l'attitude de voir, ok, l'acte a été posé, voyons ce que ça va donner. Ce ne sera pas un acte perdu parce que ça va renforcer notre détermination si les engagements pris n'étaient pas concrétisés par la libération de nos compatriotes détenus, l'adoption des réformes constitutionnelles dès la reprise de la session parlementaire le 2 avril. Si ça ne s'était pas concrétisé, ça ne se concrétise pas par des discussions pour montrer qu'on est prêt à organiser les prochains scrutins dans des conditions de transparence, en ayant procédé aux réformes électorales qu'il faut et en s'assurant que ces élections seront inclusives. Parce que s'agissant d'élections locales, il y a quelque chose que je m'en voudrais de ne pas dire. Il ne faut pas considérer que tout va aller comme dans du beurre tant qu'on n'a pas réglé un certain nombre de questions. En dehors de la réforme, des réformes constitutionnelles et institutionnelles dont j'ai parlé, il y a des mesures qu'il faut prendre, il y a des discussions qu'il faut avoir et des réformes à faire. Concernant par exemple la question de la délimitation des ressorts territoriaux de nos communes, il ne faut pas penser que ces choses faites et bloquées, scellées dans du ciment. Non, je sais aujourd'hui que les populations ne sont pas contentes dans beaucoup d'endroits. Dans Logou, je sais que par exemple, quel que soit, c'est un mouvement qui transcende les appartenances politiques, les populations disent ce n'est pas possible de faire de Akpare, Katoré et Dacha une commune. Ça n'a aucun sens, aucune logique. S'il vous plaît, madame, est-ce que c'est de nouveaux préalables? Ce ne sont pas des préalables, mais ce sont des problèmes qu'il faut résoudre. Et je voudrais avant les élections, mettre en garde avant les locales, le régime, oui, de ne pas faire de ces locales-là un gâchis. De ne pas en faire, il ne faut pas céder à la tentation de faire des calculs politiques qui rentrent dans le cadre de la volonté de se maintenir au pouvoir. Sinon, ces élections ont des enjeux de proximité tels que on mettrait le pays à feu et à sang. Non, mais ça aussi, madame, est-ce que... On l'a écouté plusieurs fois, ce bout de phrase. Oui. On l'a écouté plusieurs fois. Est-ce que finalement, est-ce que ce n'est pas devenu un refrain que vous fredonnez chaque fois que l'occasion vous est donnée? Non, ce n'est pas parce que ça ne s'est pas encore réalisé que ça ne se réalisera pas. La deuxième partie de la question de l'auditeur, il est revenu sur l'histoire des 30 millions. Je ne sais pas si vous voulez... Et ceux qui ont révélé ça, quelles étaient leurs intentions? Je pense qu'il faut accorder... il faut les créditer de bonne foi et se dire que c'est des maladresses. Malheureusement, ces maladresses participent à renforcer la manœuvre de diversion de ceux qui veulent décourager cette lutte, ceux qui ne veulent pas que la lutte avance. Et on va apprendre, nous apprenons tous. Est-ce que 30 ans après, quand vous continuez pas à dire que vous allez apprendre, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec ou d'impuissance? Ce n'est pas un aveu d'impuissance, parce que celui qui apprend, on apprend toujours.
on n'a jamais fini d'apprendre. Ce qui serait regrettable, c'est qu'on refasse les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Mais quand on dit qu'on apprend des erreurs, on apprend des fautes qu'on fait, eh bien, c'est plutôt positif. Plusieurs questions sont déposées sur notre page Facebook. J'avoue que certaines de ces questions, je ne vais pas pouvoir les poser à notre invité. Je le dis franchement à l'endroit de ceux qui nous regardent. Mais les questions que je peux poser, je vais quand même les prendre en compte, notamment celles déposées par Elvis Kao qui nous regarde du côté de Nantes en France. Il fait une comparaison avec les manifestations qui ont lieu actuellement du côté de l'Algérie. On a constaté que dans ce pays-là, les choses ont semblé bouger. Mais comment se fait-il qu'au Togo, malgré tout ce que vous aviez pu drainer dans les rues, de Lomé notamment, et la situation est restée telle? C'est un peu le sens de sa question. La situation est restée telle, d'abord en raison de la nature de ce régime, mais aussi parce que il y a des différences entre le contexte algérien et le contexte togolais. Et la lutte que nous menons ça n'a pas démarré dans le même contexte que ce qui est fait en ce moment en Algérie. Chacun sait qu'en Algérie, c'est une lutte qui est menée par les populations. Il n'y a pas de parti politique au devant et je crois fermement, ça c'est quelque chose qu'il faut se dire, que le fait que les partis politiques soient au devant pour porter les revendications qui sont en réalité les revendications des Togolais, des populations, cela a pu faire croire qu'il s'agit tout simplement d'une lutte pour le pouvoir, alors qu'il s'agit d'une lutte pour un changement profond. Donc c'est une différence fondamentale et c'est pourquoi il faut souhaiter aussi que la société civile s'implique davantage dans la lutte. Une autre question laissée par un auditeur qui nous regarde également du côté de la France. Il s'agit de la question de l'auditeur Siliader à propos des actions de la C14, échec ou réussite. Madame. Je dis, ce n'est ni échec ni réussite, parce que nous sommes encore en chemin et ne nous hâtons pas de prendre des conclusions qui apparaîtraient comme si nous voulions nous faire harakiri. Nous avons une responsabilité. L'élite surtout a une responsabilité. Quand elle réfléchit, elle est tentée de réfléchir dans le sens d'un échec alors que nous sommes encore en pleine lutte. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pierre. Oui, Kolani, comment vous allez? N'importe où. Ok, allez-y. D'abord, je dis courage à la dame. C'est la première fois qu'elle passe sur une scène et elle m'a convaincu. Il faut maintenant qu'elle laisse le langage de la C14, il y avait la démagogie qu'on sort, il a laissé maintenant le peuple. Maintenant, ce que je dis, il y a eu des partis politiques et le lendemain des élections qui ont dit sur des chaînes qu'ils ne reconnaissent pas ces députés qui sont élus, qui seraient nommés. Au même moment, ces députés et ces partis politiques ont parti donner leur nom devant ces députés pour faire partie de la CENI. Vous ne voyez pas que ça diminue la morale. C'est les esprits en Afrique ici, surtout que nos enfants apprennent des dirigeants disent ceci sur les chaînes et demain ils font autre chose. Il faut qu'on arrête ça. Vous avez parlé au lendemain de ces élections, il y aura un mouvement citoyen. Nous l'attendons. Même les partis au pouvoir, vous avez dit quelque chose tout de suite sur l'antenne, même si le parti au pouvoir vous donne de l'argent, prenez. Même le parti, si on prend de l'argent, on change nos conditions. L'argent, il n'y a pas de problème. N'importe qui peut vous donner de l'argent. Maintenant, il faut rendre compte seulement ceux qui sont entre vous là. Quand vous êtes là, rendez seulement compte de la bonne gestion. Le peuple ne vous demande pas de le rendre compte. Non, mais entre vous, il y a une certaine transparence. Il y a culture les uns les autres et certains sont partis sur les scènes. Donc, je vous dis merci et courage. On est derrière vous. Bien, merci, Monsieur Kolani. Madame, une réaction à l'intervention de Kolani? D'abord, je voudrais le remercier, mais lui dire que je ne vois
en quoi la coalition a usé de démagogie. Nous n'avons jamais usé de démagogie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans une lutte que nous voulons mener avec le peuple. Le peuple a ses aspirations qu'il exprime. Et ces aspirations-là, nous les laissons s'exprimer parce qu'elles nous permettent. Et elles permettent à l'adversaire de voir quel est l'état d'esprit des populations et quelle est l'ampleur, la profondeur du mouvement qui exige le changement. Nous avons toujours tenu un langage qui est un langage de vérité vis-à-vis du peuple. Et nous continuerons à le tenir. Je suis d'accord avec lui quand il dit on a traité cette assemblée d'une assemblée de nommés et que finalement on va envoyer des noms pour que ces noms soient entérinés par cette assemblée. Oui, il y a là un paradoxe. Mais ce paradoxe n'enlève strictement rien au fait que l'assemblée n'a pas de légitimité. C'est une assemblée de nommés, Monsieur Kolani. Si on veut avancer, ce qu'on veut construire aussi, il faut le construire sur la vérité. Maintenant, quand on a examiné cette question, je dois vous dire que la position que nous avions arrêtée, c'est que la participation de la coalition à la CENI est une question d'ordre politique qui doit faire l'objet de discussions politiques. Et ces discussions politiques, malheureusement, n'ont pas été conduites comme il faut. Là encore, il y a eu je peux dire, il y a eu une ratée, il faut le prendre comme tel, mais il y a eu aussi peut-être un manque de vigilance pour s'assurer que ceux qui ont peur de perdre une position donnée sur l'échiquier ou dans les instances républicaines, que ceux-là ne posent des actes qui soient préjudiciables à tous. Oui, il y a eu quelque chose, il y a quelque chose qui cloche. Je le reconnais, Monsieur Kolani, mais ça n'enlève rien à la vérité. Et nous devons tout construire sur la vérité. Bien, merci. Vous aviez dit, il n'y a pas très longtemps dans cette émission, que vous attendiez à ce que les positions, même de ceux qui ont quitté le navire C14, soient les mêmes que celles affichées aujourd'hui par ceux qui sont restés au niveau de cette coalition-là. Mais aujourd'hui, la chose est là, le quart, et elle a dit, sont à la CENI. Est-ce que vous pensez que ces partis continueront pas à avoir les mêmes positions sur les questions qui sont celles qui vous réunissent il n'y a pas encore très longtemps au niveau de la C14? Mais écoutez, l'a dit, vous avez deux partis qui sont dans deux situations différentes. L'ADI est toujours membre de la coalition et nous sommes dans un processus où nous sommes en train de mettre en œuvre, de vouloir continuer à mettre en œuvre le résultat des 2 journées de réflexion. Et dans les décisions qui sont prises, il y a des décisions qui concernent l'organisation interne qui doit évoluer dans un sens où il y ait des mesures, des dispositions pour assurer la discipline de groupe. Nous n'avions pas de texte à l'époque, on n'en a pas voulu, je pense qu'on n'a pas eu le recul qu'il faut aussi pour nous doter de textes, mais c'est quelque chose qui est en cours. Et désormais, mais s'il s'avère, vous êtes en groupe, et qu'il s'avère que vous avez des divergences de fond avec les autres membres du groupe, eh bien l'application
des textes fera en sorte que, bon, vous puissiez prendre votre chemin. Maintenant, en ce qui concerne le quart qui est parti, ben, on verra, le quart ne reviendra que si le quart voit que finalement, ben, nous avons non seulement les mêmes objectifs, mais que les stratégies que nous utilisons lui conviennent. Bien, merci madame. Il y a une question d'un auditeur qui nous suit depuis Dakar, Sénégal. C'est la question de Guy Aho. Est-ce que vous soutenez les manifestations que le PNP prévoit organiser le 13 avril prochain? Ben, écoutez, nous inscrivons dans la logique de pression aussi. Et moi, je suis heureuse de ce que ces manifestations soient prévues pour le 13 avril. Nous avons le temps d'ici le 13 avril. Nous observons, nous attendons de voir si les promesses qui ont été faites seront tenues. Mais si ces promesses ne sont pas tenues, qui peut dire qu'il ne comprend pas qu'on veuille à nouveau prendre la rue? Donc, le principe de prendre la rue ne nous surprend pas, ça ne nous choque pas. Nous comprenons que dans ce contexte-là, où nous avons un adversaire qui s'entête que cet appel-là soit lancé. Maintenant, le moment venu, on verra. Peut-être que d'ici là, le mouvement sera sans objet. Et dans ce cas, nous applaudirions tous et nous verrions comment avancer à partir de maintenant. Mais si ça ne devient pas sans objet, c'est clair que le problème se posera de savoir est-ce qu'il ne faut pas appuyer ce qui se fait. C'est l'agitation au niveau de la C14, notamment de l'opposition, c'est relativement à la sérénité, à ce qui paraît au niveau du pouvoir en place. Le chef de l'État, Fogna Singbe, voyage beaucoup ces derniers temps parce qu'il porte à bout de bras le PND. Madame, comment est-ce que vous analysez, ou quel est le regard que vous portez sur cette nouvelle trouvaille du gouvernement togolais? C'est une sérénité. Vous avez parlé de sérénité. Je tiens à relever que c'est une sérénité de façade et que le pouvoir en face a plus de raisons de s'inquiéter que nous. Maintenant, vous me demandez ce que je pense du PND et de tous ces déplacements, de toute cette agitation pour trouver un financement. Moi, je me dis que adopter ce plan et penser qu'ils se trouveront des investisseurs qui vont y investir, eh bien, sans avoir résolu les problèmes auxquels nous sommes confrontés, sans s'être assuré que la crise est résolue, je pense que, encore une fois, c'est se leurrer ou, en tout cas, c'est donner l'impression, c'est brasser du vent. C'est brasser véritablement du vent. Parce que il faut se dire les choses. Quel investisseur va accepter de soutenir un plan? D'ailleurs, dans quelles conditions ce plan a été adopté? On prétend que ça a été fait de manière participative, qu'on a associé tel ou tel, comment dirais-je, secteur de la société. Mais chacun sait que les Togolais, leur préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas ce plan-là. Les Togolais veulent d'abord que soient rapidement résolus les problèmes politiques qui constituent une hypothèque pour l'avenir de notre pays. Et ensemble, on pourra réfléchir à comment développer le pays, comment faire avancer. Voilà ce qui est des remarques générales que j'aimerais faire. En ce qui concerne le fond, bon, moi je dis
ça vaut ce que ça vaut. Justement sur le fond, madame. Il faut pouvoir l'appliquer. Justement sur le fond, madame. Et sur le fond, je vois qu'il est conçu en supposant que nous n'avons pas de problème de gouvernance du tout dans ce pays, alors que chacun sait que c'est la qui chapeaute tout. On a beau vouloir imiter des pays. On veut imiter le Rwanda. Oui, le Rwanda a fait des miracles. Le Rwanda a fait des miracles parce qu'à défaut de démocratie, au moins le Rwanda a eu de la rigueur. Une rigueur dont nous ne sommes pas capables. Comment voulez-vous mettre en œuvre ce plan pendant que vous laissez les gens, pourvu qu'ils vous fassent allégeance, vous les laissez piller les ressources comme ils veulent? Comment? Est-ce que par exemple, ce n'est pas possible. madame, la réaction que vous venez d'avoir... Et les problèmes sociaux. Permettez que je pose une question. La question sociale n'a pas toute l'attention. Permettez que je pose une avant-dernière question peut-être. Là, c'est une position d'un acteur de la scène politique sur la globalité en ce qui concerne le PND. Mais dans les détails, on n'a pas entendu d'expertise claire venant de l'opposition sur ce plan, sur pourquoi éventuellement ce plan ne peut pas réussir. Parce que vous pensez que nos énergies, on va les mettre à démontrer pourquoi ce plan ne peut pas réussir. Pourquoi ce plan ne peut pas réussir, c'est aussi parce que les conditions politiques, qui sont des conditions préalables, ne sont pas réunies. Alors vous voulez qu'on laisse tomber ces conditions politiques-là et que maintenant on s'asseye, qu'on vienne discuter comme si nous étions dans un contexte où il est normal. C'est quelque chose qu'on peut faire dans un contexte normal, où il n'y a pas de crise, ou un contexte démocratique, où vous avez une opposition qu'on accepte et qui joue son rôle. Bien, merci. Il nous reste donc 1 minute et 30 secondes pour terminer cette émission. Le 13 avril, on l'a dit, le PNP va manifester. Est-ce que vous serez également sur le terrain? Vous m'avez déjà posé la question. J'ai demandé si vous allez vous soutenir. Maintenant, je demande si vous serez sur le terrain. Et je dis, nous observons la pression, nous sommes d'accord. Et si d'ici le 13 avril, ce qui est demandé, nous ne l'avons pas obtenu, eh bien nous aviserons. Bien, merci. Je ne sais pas si vous aimez le football parce que le Togo a perdu dimanche dernier. Dimanche dernier, à pareil moment, on nourrissait le vœu que le Togo se qualifie du côté du Bénin, mais malheureusement, les Togolais ont été sortis par les Béninois. Aujourd'hui, beaucoup demandent la démission de l'entraîneur Claude Leroy. Et il y a même une association qui appelle à manifester pour demander sa démission. Madame, est-ce que vous aussi, vous demandez... C'est évident que c'est un scandale. C'est évident que c'est un scandale. Ce qui se passe dans ce domaine-là, où on amène une personne ressource qui est payée très cher et qui ne donne aucun résultat. Depuis des années, on se demande pourquoi cette personne ressource est là. On peut valablement trouver des gens, il y a des alternatives, si on a vraiment la volonté de développer le sport. Moi, je pense qu'on a même, et cette volonté-là n'existe même pas. Je pense que ce régime-là n'a strictement rien à foutre des Togolais. Il sait très bien à quel point les Togolais ont un attachement pour le sport. Et il ne veut même pas leur offrir ce plaisir-là de développer le sport auto. Ils ne veulent pas. On a compris, vous vous associez donc à cette demande d'une partie des Togolais à voir l'entraîneur actuel Claude Leroy quitter le Togo. Cette émission, elle s'achève. Merci madame d'être venue parce que le temps qui nous est imparti, ce temps-là est bien fini. L'émission s'achève ainsi, elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci Romaric Fred, non plutôt Venceslas Bogakoudou. Merci d'être resté à la technique. Madame, c'était madame Brigitte Adjamago Johnson, la coordinatrice de la C14. Moi, c'est Pierrot Atiobé. À dimanche prochain. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@
@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.